Alors, dans cette première capsule, nous allons parler des oscillations. Un mouvement périodique est un mouvement qui se répète de manière similaire dans le temps. On appelle ce mouvement une oscillation. À chaque fois qu'on va avoir un mouvement qui va commencer d'une certaine façon et qui va revenir à sa position de départ et recommencer son mouvement, on va dire à ce moment-là qu'on est en présence d'un mouvement périodique qu'on va appeler une oscillation. Par exemple, je pourrais prendre un système masse-ressort. Si je tire sur la masse, elle va se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre. Si je prends aussi un autre exemple qu'on va utiliser dans le cours, c'est le pendule. Si je prends un pendule, une masse accrochée après une corde et que je lui donne un angle, ce pendule-là va se mettre à osciller autour de sa position d'équilibre aussi. Tout ça vont être des oscillations. Et on va voir qu'on va être capable de faire des prédictions à partir de modèles sur à quelle fréquence un pendule, par exemple, va osciller ou un système masse-ressort va osciller. On dit lorsqu'un objet effectue un cycle complet, il se sera écoulé un temps équivalent à une période. Donc, le temps que ça prend pour faire un cycle complet, donc partir de notre position de départ et revenir à notre position, ça va être égal à une période. Ça va correspondre à une période. La fréquence va représenter le nombre de cycles qui va être effectué par seconde. Par exemple, le système masse-ressort, la masse peut faire 10 allers-retours par seconde. Bien, on va dire que sa fréquence est de 10 Hz à ce moment-là. On peut obtenir la fréquence si on connaît la période. La fréquence va être égale à 1 sur la période. La période, son symbole, ça va être un T majuscule et les unités pour la période, ça va être des secondes. Pour la fréquence, ça va être des hertz, des cycles par seconde. Une oscillation dont la position est une fonction sinusoïdale dans le temps s'appelle un mouvement harmonique simple. Si la position en fonction du temps est décrite par un sinus, eh bien, on va être en présence d'un mouvement harmonique simple. Et on va étudier plus en détail le mouvement harmonique simple. Et effectivement, on va voir que le système bloc-ressort ou masse-ressort, ou bien le pendule simple, va avoir ce type de mouvement. Ça va être un mouvement harmonique simple. Il existe d'autres exemples de mouvements harmoniques simples, mais nous ne les étudierons pas nécessairement dans le cadre du cours. Nous allons maintenant étudier le mouvement harmonique simple de façon plus détaillée. Je vous ai dessiné un objet qui va osciller à partir d'une position x égale 0. Il va atteindre la ligne pointillée d'en haut, va redescendre jusqu'à la ligne pointillée d'en bas et revenir à sa position initiale. On va faire un cycle complet comme ça et je vais lui en faire un deuxième. Vous allez voir le mouvement comme ceci. Donc, on est en présence d'un mouvement harmonique simple, c'est-à-dire que la position x va varier selon le sinus d'un angle en fonction du temps. On va définir l'amplitude comme étant la distance entre la position d'équilibre de notre objet et la position maximale qu'il va atteindre sur le parcours. Donc, la position x va être égale à a, qui va être multipliée par le sinus d'un angle. Et cet angle-là, on va l'appeler la phase. Et ça va être un angle qui va être donné en radians. Donc, le symbole, c'est un phi majuscule. Dans notre exemple, si je posais que l'angle de phase initiale était égal à 0. Donc, si je fais le sinus de 0, ça vaut 0. 0 fois l'amplitude, ça va donner 0. Donc, ma position initiale, dans ce cas-ci, ce serait 0. Maintenant, je fais ce sinus de pi sur 2, qui correspond à sinus de 90 degrés. Le sinus de 90 degrés, ça vaut 1, multiplié par le a, ça va valoir, finalement, mon x va être égal à a. Et finalement, un sinus ne peut pas prendre d'autre valeur qu'entre moins 1 et plus 1, ce qui fait que ma position x va être circonscrite là, entre moins a et plus a. Et comme ça, on va avoir défini la position x de notre objet en fonction du temps, si on connaît comment va varier la phase dans le temps. L'angle va changer. Et on sait que finalement, on va faire un cycle complet en une période, mais en une période de temps, on va avoir parcouru en angle 2π radians. Donc, on pourrait dire que lorsque on a un temps qui va être équivalent à une période, on va avoir eu une variation de la phase de 2π radians. L'amplitude du mouvement, on a dit que c'était la lettre A, donc je vais l'identifier ici sur mon équation.
Bon, maintenant, la variation de phase, comme je viens de le dire, bien, ça va être égal à 2π qui va multiplier la fraction du temps où on est rendu sur une période complète. Donc, par exemple, si on regarde cette équation-là, si je pose que t est égal à 0, ça va faire 0 sur la période, ça va faire 0 fois 2π, ça va faire 0. Variation de ma phase pour un temps de 0, bien, ça va être de 0. Si je mets petit t égale à une période, ça veut dire petit t égale grand t, ça va faire grand t sur grand t, ça va faire 1 fois 2π. Donc, on voit que la variation de phase va être égale à 2π. Si je regarde un temps qui correspondrait à la moitié de la période, bien, ça va me donner une variation de phase correspondant à pi radian. On peut réécrire la variation de la phase comme étant 2πf fois petit t, puisque la fréquence, c'est égal à 1 sur la période. La variation de la phase, ben, c'est égal à la phase elle-même moins la phase initiale. Donc, c'est une variation. Donc, phi moins phi initial va être égal à oméga t. Donc, on va faire apparaître une nouvelle variable qui s'appelle oméga, qui va être la fréquence angulaire. Et la fréquence angulaire va être égale à 2π fois la fréquence. En fait, ce qu'elle va nous dire, c'est avec quelle rapidité, finalement, notre angle de notre phase va varier dans le temps. Donc, plus la fréquence est élevée, bien sûr, plus l'angle de la phase va varier rapidement. Donc, pour faire un cycle complet, pour aller faire notre 2π, ça va se faire plus rapidement. Par exemple, si je dis que j'ai une fréquence de 1 cycle par seconde, bien, dans un cycle, je fais 2π radians. Donc, c'est pour ça que c'est la fréquence fois 2π. J'ai 2π radians par cycle. Finalement, en angle, je vais parcourir 2π fois la fréquence. Et on l'appelle la fréquence angulaire et ça va être donné en radians par seconde. Mon angle de phase, phi, si je l'isole dans mon équation où j'avais phi moins phi 0 égale à oméga t, ben, je vais me ramasser avec phi est égal à oméga t plus la phase initiale. Et la phase initiale, au lieu de trimballer toujours le petit 0 à côté, on va tout simplement mettre un phi minuscule. Donc, quand on veut parler de la phase initiale, on va mettre un phi minuscule et ça va correspondre à ce qu'on appelle la constante de phase. On va y revenir par la suite. Et à ce moment-là, la phase va être égale à oméga t plus la constante de phase phi. Donc, phi, on vous dit que c'est la constante de phase. Cela correspond à la phase initiale en rad. Donc, il faut faire une distinction entre la phase, qui est toute la valeur de l'angle, et la phase initiale, c'est vraiment la phase au temps 0. Donc, c'est une constante qui ne varie pas. Donc, phi, comme je vous dis, la phase va être égale à oméga t plus la phase initiale ou la constante de phase. Finalement, on peut remplacer la phase dans notre première équation. Ça va nous donner que x va être égal à a sinus oméga t plus la phase initiale, c'est-à-dire notre constante de phase. Comme ça, on a la position de notre objet, x, en fonction du temps, pour n'importe quel temps. Maintenant, regardons de plus près comment ça va marcher. Donc, on va reprendre le même objet qu'on va déplacer. Donc, initialement, je l'ai mis à la position x égale à 0, ce qui veut dire que ma constante de phase serait égale à 0, puisque je veux que le sinus de 0 me donne 0 pour avoir la position x est égal à 0. Donc, si vous regardez, vous avez votre objet. À côté, j'ai dessiné un cercle. Et vous allez voir que la phase va correspondre à l'angle du vecteur qui est mauve, là, que j'ai mis dans le cercle. Donc, initialement, on voit que l'angle de phase est égal à 0 dans ce cas-ci. Donc, j'ai mis mon vecteur avec un angle de 0. Et j'ai dessiné à côté la fonction sinusoïdale. Et vous allez voir la position de notre objet là, pour les différents temps qui vont passer. Et vous allez vous rendre compte que la position de mon objet en x, ça va correspondre à la hauteur y, si on veut, du vecteur, la composante y du vecteur qui va tourner. Bon, regardez bien, allons-y avec un exemple. Si j'attends après un certain temps et que finalement mon objet se déplace, on voit que mon vecteur va monter, va tourner d'un certain angle. Mettons que je le fais tourner de 30 degrés, ce qui va correspondre à pi sur 6.
Donc, à pi sur 6, si je fais le sinus de 30 degrés, ou le sinus de pi sur 6, ça me donne une demi. Le sinus de 30 degrés, ça me donne une demi. Ça veut dire que finalement, mon objet a monté de la moitié de son amplitude. C'est pour ça que j'ai mis x égale a sur 2. Et si vous regardez, la position de mon objet correspond bien à la composante y du vecteur qui a tourné de 30 degrés. Donc, quand ma phase va être égale à pi sur 6, on voit que la valeur de x va être égale au sinus du vecteur là, que j'ai dessiné, multiplié par l'amplitude, bien sûr. Et on voit qu'on vient positionner sur le sinus l'endroit où est notre objet. Et à ce moment-là, quand notre angle est de pi sur 6, ça correspond à 1/12e de cycle. C'est pour ça que j'ai mis en dessous du sinus là, que le temps qui s'est écoulé, c'est une période sur 12. Donc, on peut tout avoir nos informations à partir de ce graphique-là. Bon, si je continue maintenant, je vais aller faire les points les plus importants. Je vais me déplacer par des angles de 45 degrés tout le temps. Donc, je vais aller chercher l'angle de 45 degrés, c'est pi sur 4. À pi sur 4, regardez, mon objet est rendu où? Il est rendu à la composante y de mon vecteur qui tourne lorsque l'angle est de 45 degrés. Donc, dans ce cas-ci, la phase est de pi sur 4. Et à ce moment-là, on est à 1/8e de cycle. Donc, le temps est égal à la période sur 8. Et à ce moment-là, on voit que la position x va être égale à a sur racine de 2. Si on fait le sinus de 45 degrés ou le sinus de pi sur 4, on voit que ça donne 0,707. Et 0,707, c'est 1 sur racine de 2. Si on continue encore, mon objet est rendu à son amplitude, ma phase est rendue à pi sur 2. Et mon objet est rendu à sa position la plus éloignée qu'il va atteindre. Et si on regarde le temps, lui, est égal à maintenant à 1/4 de tour qu'on a fait, donc à une période sur 4. On continue. Mon vecteur continue de tourner. On est rendu à 135 degrés. Donc, mon objet recommence à redescendre. Donc, on peut le suivre. Il va repasser par 0. Donc, sa position d'équilibre. Là, on a quoi comme phase? On a pi radian d'effectuer. On est à une période sur 2. On a la moitié du cycle de fait. Par la suite, on va passer du côté négatif de l'axe. Comme ça ici. Donc, on voit que ma position x est égale à moins a sur racine de 2 maintenant. Et on est rendu à un angle de 5pi sur 4 qui correspond à 225 degrés. Et on continue de s'en aller vers les négatifs jusqu'à temps que j'ai le 3/4 de mon cercle de fait. Le temps t est égal à 3 fois la période sur 4. On est maintenant à un angle de 3pi sur 2 qui correspond à 270 degrés. À ce moment-là, ma position x est égale à moins a. Et finalement, on recomplète le cycle. Donc, on remonte pour revenir à notre position de départ. On est maintenant à un angle de 7pi sur 4 qui correspond à 315 degrés. On est à 7/8e de cycle de fait. On continue et finalement, on revient à x égale 0. J'ai effectué 2pi radian. J'ai fait le tour complet. Je suis à une période à ce moment-là de temps.